encore connu une matinée et ou de violence hier aux abords de 17 lycées, des chauffourées qui ont conduit 53 interpellations et s'ajoutent aux 138 réalisées la veille. 5 personnes ont été blessées, notamment un homme touché par un tir de flashball devant le lycée Simone de Beauvoir à Garges-les-Gonesse, alors que les policiers essuyaient des jets de projectiles. Manifestation aussi du côté de Beaumont-sur-Oise. Les manifestations, ça n'arrête pas en ce moment. Tout le monde est en colère. 400 manifestants étaient présents à Beaumont-sur-Oise. L'objectif des syndicats de l'hôpital de Beaumont-sur-Oise était de mobiliser la population. Celle-ci a répondu présent hier après-midi à la manifestation organisée pour s'opposer au projet de réorganisation du groupement hospitalier de territoire Nord-Ouest Vexin-Val-d'Oise, auquel est rattaché l'établissement. Près de 400 personnes se sont réunies sur le parking. Beaucoup de manifestants portant parfois des gilets jaunes étaient là pour exprimer leur crainte de voir une nouvelle fois l'offre de services publics se réduire à cette ville. Et puis depuis hier soir, nous connaissons le nouveau maire de la commune de Sarcelles. À 45 ans, Patrick Haddad est devenu hier soir le nouveau maire de la commune. L'unique candidat du groupe de la majorité socialiste et apparentée a été élu par le conseil municipal à 34 voix contre 9 face à David de Grandon, qui représentait l'opposition au sens large. La maire sortante Annie Perronnet et François Pupponi, qui a récemment annoncé sa mise en congé de la vue municipale, étaient tous deux absents. Et puis refermons ce flash valdoisien avec le golf de Montgriffon que nous avons reçu il y a quelques semaines, le jeudi entre 13h30 et 14h dans l'émission IDFM Sport. Il est situé à Luzarches et le golf de Montgriffon vient de recevoir la récompense suprême lors de la soirée des trophées du golf organisée lundi par le Journal du Golf à Paris. Il a décroché le trophée du meilleur club de l'année 2018 parmi les 733 golfs de France. C'était votre flash valdoisien sur IDFM Radio Mondiale. On est en retard. Comment ? On est en retard. 9h05. Et nous sommes avec Laurence Fleur ce matin, comme chaque matin pour le bar de l'économie. Bonjour, nous allons parler du gazon ce matin. Et non, bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à Bah tous. si, il y a plein de gazon, il y a plein de verdure en face de nous. Aujourd'hui, C'est la mousse. on va parler du contexte économique actuel, du Sénat, du bâtiment et comment la nature peut entrer en entreprise. Voilà ce dont on va parler. Donc des murs végétaux qu'on voit de plus en plus fleurir, notamment à Paris, si on a vu. Tout à fait. Sur des bâtiments ou sur des... Voilà. Nous dira Mais là, tout votre invité dans un instant. J'envoie l'indicatif et je vous souhaite une très très bonne émission Florence et je vous retrouve demain matin pour une nouvelle matinale. Moi je le veux celui-ci pour mon bureau. il faut demander. Faut lui Pas demander. celui-là exactement, par Oh, contre, pardon, oui, excuse-moi. Faut l'entretenir un petit peu. du tout. Non, il n'y a rien à faire. Pas besoin d'entretien. Non, mais moi, j'en veux bien ici parce que c'est tellement moche. Là, Là. oui, Et ici c'est... c'est- Regardez c'est déjà. pas du naturel, ça. Non, mais non, on peut pas mettre du naturel. Faut pas attention. Attention, on y va. Et nous voici de retour pour un nouveau bar de l'économie. Je suis ravie de vous retrouver pour 90 minutes d'information. Et nous vivons en ce moment des moments historiques très intéressants. D'ailleurs, on va en parler avec nos invités aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler du contexte économique, du Sénat, du métier du bâtiment, des métiers du bâtiment d'ailleurs, et comment mettre la nature en entreprise sans entretien. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et pour cela, j'accueille tout de suite Rachid Temal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur du Val d'Oise et conseiller municipal à Taverny. Vous avez été premier adjoint chargé de la coopération intercommunale, de l'administration générale et de l'éducation. Vous êtes aussi le premier secrétaire fédéral de la Fédération socialiste du Val d'Oise et le secrétaire du Parti socialiste au national en charge des relations extérieures. Au Sénat, vous êtes vice-président du groupe socialiste, vous êtes à la délégation aux entreprises et puis aussi à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Dans la vie, vous êtes diplômé d'une maîtrise en administration et en gestion des entreprises. D'ailleurs, vous avez créé vous-même une entreprise. En septembre, quand Jean-Christophe Cambadélis a officiellement lâché les rênes du parti d'Épinay, c'est vous qui, en devenant coordinateur du PS, avez dû mettre de l'ordre dans les dossiers brûlants, qui étaient par exemple comme la vente du siège parisien de la rue de Solferino, trouver un accord sur le plan social, mettre en œuvre les forums de la refondation, etc. Donc avec vous, on évoquera le contexte actuel,
Les Français de la classe moyenne s'expriment sur leur pouvoir d'achat. Allez-vous faire des propositions au gouvernement et si oui, lesquelles? Et puis nous parlerons de la réduction probable du Sénat, voulue par l'exécutif, et puis aussi de vos thèmes qui vous sont chers, c'est-à-dire la fin de vie, les transports, les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales, les enjeux du Val d'Oise, enfin quand même beaucoup de sujets à l'ordre du jour ce matin. À vos côtés, Christian Couder, bonjour. Bonjour. Christian, vous êtes directeur commercial de Fayolle et Fils, un groupe de 1800 personnes. C'est une entreprise de bâtiments et de travaux publics basée à Soisy-sous-Montmorency. C'est en 1920 que René et Auguste Fayolle, originaires de la Creuse et âgés de 16 et 14 ans, rejoignent leur père Jean maçon dans le nord de la France et ils créent l'entreprise en 1929. On vous connaît pour des travaux de voirie, pour la réalisation d'équipements publics tels que des groupes scolaires, des médiathèques, de la construction de bâtiments bien sûr, et de la rénovation de logements en Île-de-France. Et puis vous faites aussi de la délégation de services publics en assainissement et en gestion portuaire. Alors avec vous, on verra comment vous investissez, car vous investissez dans vos propres moyens de production, en propre, mais aussi on verra surtout l'actualité et les enjeux et les opportunités de développement. Comment se passe l'emploi et la formation, et puis que vous faut-il pour vous développer, et puis on va savoir la réforme des marchés publics avec la Pacte, qu'en pensez-vous? Voilà un petit peu notre ordre du jour avec vous aujourd'hui. À vos côtés, notre start-up, bien sûr. La start-up du jour, c'est Adjay Menda. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé Green Mode France, qui propose un nouveau concept de murs végétaux sans aucun entretien ni arrosage, ni taille d'ailleurs, donc ni eau ni soleil. On verra tout ça ensemble et puis on verra aussi vos besoins et puis qu'est-ce que ça apporte la nature en entreprise. Mais tout de suite, comme d'habitude, on va passer à l'info du jour et que nos invités, bien sûr, commentent. Eh bien, la première info que j'ai choisie, c'est Édouard Philippe hier devant les députés qui a annoncé donc que le gouvernement renoncera à la hausse des taxes sur les carburants s'il ne trouve pas les bonnes solutions sur le pouvoir d'achat lors de la concertation locale. Mais le président de la République, hier soir, a souhaité clarifier la situation et précise que l'augmentation n'est pas suspendue ni différée, mais bien annulée. Alors, ce que j'ai retenu sinon du discours d'Édouard Philippe devant les députés, eh bien, premièrement, le débat sur les impôts, les baisses des dépenses publiques et un budget de la sécurité sociale à l'équilibre sera engagé avec les élus, les représentants syndicaux et les citoyens. Il ne doit pas se traduire par la création de nouvelles taxes ni par une augmentation des déficits. Il a dit « Nous ne voulons pas léguer une dette incontrôlable à nos enfants et gréver ainsi leur futur pouvoir d'achat. C'est ma seule exigence. » Donc, plus de moratoire sur 6 mois, puisque la hausse est suspendue et donc annulée, mais ça entraîne 2 milliards d'euros de manque à gagner pour les finances publiques. Donc le Premier ministre s'est dit ouvert à des états généraux sur les impôts et les dépenses publiques, comme le réclament d'ailleurs bon nombre de gilets jaunes. Alors Rachid Temal, qu'en pensez-vous? Il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord, les gilets jaunes, c'est l'expression de 18 mois de politique injuste. Parce que le Premier ministre, hier, a essayé de faire un exercice, et on voit bien qu'il est intenable. Et d'ailleurs, il a été même, vous l'avez dit, démenti par le président de la République. Donc il y a une crise en plus politique entre le président et le Premier ministre, et je pense que le gouvernement ne va pas rester très longtemps. Mais plus sérieusement sur les enjeux. Pour vous, c'est pratiquement la fin de la gestion d'Édouard Philippe. C'est d'ailleurs ce que disent beaucoup de parlementaires, la République en marche, faut être honnête. Mais il ne peut pas dire à la fois on va rien augmenter, il manque 2 milliards et on va réduire les dépenses. Le principal problème, mais personne ne veut évoquer, en tout cas pas le Premier ministre, c'est que en arrivant, Emmanuel Macron a fait 10 milliards d'euros chaque année de cadeaux fiscaux à quelques-uns, à peu près 300 000 personnes en France. Et donc, comme il manque 10 milliards d'euros par an, il va chercher l'argent ailleurs. Et c'est ce que vivent aujourd'hui les Français, puisqu'ils sont, on leur a baissé leur pouvoir d'achat, soit on y ajoute des taxes. Donc tant que le fait générateur, si je peux me permettre l'expression, n'est pas rétabli, à savoir toute la politique notamment symbolisée par l'ISF, pas que l'ISF, eh ben ça ne marchera pas. Donc nous, les socialistes, vous demandez tout à l'heure si on faisait des propositions, on en a faites. Je rappelle qu'au Sénat, les socialistes et l'ensemble d'ailleurs du Sénat, nous avons voté, sauf le gouvernement qui a refusé, nous avons voté le fait que la taxe du 1er janvier soit supprimée. Donc c'est déjà dans le texte de loi. C'est pour ça que le gouvernement fait beaucoup d'agite propre, mais c'est de l'agite. Donc nous, ce qu'on demande, et ce qu'on a déposé une proposition de loi au Parlement
pour le pouvoir d'achat. Donc on demande à ce que, bien sûr, pas de taxes, qu'on rétablit l'ISF, on rétablit également le pouvoir d'achat pour les Français. Je pense aux retraités, etc. etc. Donc, nous faisons des propositions, elles sont sur la table, et nous les soumettrons au vote au Sénat, et mes collègues à l'Assemblée ils feront de même. Donc il y a des propositions sur la table. Après, si je peux me permettre, il y a aussi un autre problème, c'est la question de la sécurité. Et le droit de manifester dans notre pays est reconnu, et moi je condamne toute forme de violence. J'ai dit toute forme de violence. Et donc là, moi je suis très inquiet, parce que ça fait quand même 2 week-ends où nous avons des scènes quasiment de guerre dans Paris, et moi je le dis, la question du maintien du ministre de l'Intérieur et de ce qui s'est passé est quand même posée. On ne peut pas comme ça, week-end après week-end, découvrir des choses. Bon, donc là maintenant, il faut que le gouvernement accepte de prendre des mesures précises. Nous avons fait des propositions, et que sur la sécurité, il y a des choses qui soient faites. On ne peut pas avoir comme ça, pendant une journée, la plus belle avenue du monde, laissée à des formes de scènes de guerre. Donc voilà un peu ce qu'on doit dire. Mais encore une fois, le Parti socialiste, bien évidemment, est aux côtés des Français qui manifestent pour leur pouvoir d'achat. Ça va que les choses soient bien claires. Alors Rachid Temal, est-ce que vous voulez dire qu'il faudrait appeler les militaires en renfort, finalement, pour garantir la sécurité? Non, déjà, si le gouvernement arrêtait de faire... Édouard Philippe, hier soir, son discours était quand même sensationnel. Il a fait un discours, moi j'ai écouté en direct. Nous, on aura le débat cet après-midi. C'est cet après-midi à 14h30, moi j'ai le débat au Sénat. Hier, il a expliqué qu'en fait, tout allait bien depuis 18 mois. Donc, vous imaginez bien que pour les gilets jaunes des autres, ça ne va pas. Donc, à part prendre des décisions précises et ouvrir des discussions précises maintenant, ça risque effectivement d'être compliqué ce week-end. Et moi, j'ai eu des échanges avec des syndicats de police, etc. C'est vrai que les forces de police sont tout le bout, parce que ça fait des mois et des mois qu'il y a un processus, je vous rappelle, dans ce pays qui est autour de la sécurité contre les attentats. On y ajoute ces manifestations. Il faut prendre des décisions, mais il faut prendre des décisions, je pense, plus précises. Moi, je ne sais pas s'il faut l'armer, mais en tout cas, je pense que le dispositif policier qui était proposé n'était pas suffisant. Donc peut-être qu'il faut l'amplifier déjà. Christian Couder, vous voulez réagir? Oui, alors pour nous, entreprise de bâtiments et travaux publics, je présenterai mon entreprise tout à l'heure, mais pour nous c'est catastrophique, puisque aujourd'hui on a une 60aine de chantiers parisiens. On a reçu, pas plus tard qu'hier soir, l'ordre un peu d'évacuer par la préfecture de police tous nos chantiers, barriérage, engins, remettre à neuf quasiment les chantiers démarrés. Pour nous, c'est extrêmement contraint. En plus, je pense que ça sera relativement gratuit pour le maître d'ouvrage. Donc pour nous, c'est vraiment une situation très compliquée. Et on aimerait bien sortir un peu de ce sujet des gilets jaunes pour que l'économie française redémarre. Parce que ça, c'est quand même pas terrible du côté économique pour notre pays. Il ne faut pas l'oublier. Merci Christian Couder. Alors Rachid Temal, juste vous avez dit quelque chose, vous êtes pour donc le rétablissement de l'ISF, mais on a quand même vu que l'ISF avait fait partir, expatrier les ultra riches, pourtant, et c'est bien les riches qui font fonctionner quand même l'économie. Donc pourquoi ne pas laisser et on a vu aussi qu'avec l'arrivée de Macron, des investisseurs étrangers étaient revenus investir en France. Donc est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Mais ce que vous venez de dire, moi je ne participe pas de cette option-là. Je ne crois pas au ruissellement. D'ailleurs, aucune étude sérieuse n'est prouvée. Donc, aujourd'hui en France, la France, avant même Macron, parce que il y a eu un monde avant Macron, il s'est passé même plein de choses. Et avant Macron, la France est un des principaux pays au monde où les investisseurs investissaient. Donc là-dessus, il y avait l'ISF. Donc, comme quoi, vous voyez. D'ailleurs, je rappelle que ces investisseurs-là ne sont pas ceux qui payent l'ISF, c'est pas la même chose. Deuxième chose, il n'y a pas de retour. Il n'y a aucun chiffrage qui démontrerait que depuis la suppression de l'ISF, il y a des retours d'investisseurs français. Et puis après, quand vous êtes français, il y a un truc qui s'appelle la solidarité. Ça marche dans les deux sens. Donc même quand on est riche, on a le droit d'être solidaire. Donc quand on est riche, on a le droit de payer l'ISF. Et je veux dire, par rapport au dernier quinquennat, une mesure qui a été prise parce que le gouvernement qui a permis aux entreprises de rétablir leur marge de manœuvre et leur compétitivité, c'est celui de François Hollande et des socialistes. Vous voyez, comme quoi on sait faire de la politique, aussi intelligente et même en économie. Le CICE aidait les entreprises à se développer, investir, et donc gagner des parts de marché, et donc embaucher. Macron, lui, il permet aux actionnaires de s'enrichir. C'est pas la même chose. Donc moi, je suis pour le soutien à l'entreprise. Et je rassure mon voisin, moi, je suis
pour l'entreprise. Parce qu'une entreprise en France, ça permet de créer de la richesse, de l'emploi, donc il en faut. Et c'est une bonne chose, et c'est le principal, enfin, le moteur principal de l'économie française. Donc moi là-dessus, j'ai pas de souci. Juste que l'entreprise, c'est aussi un acteur, comme on dirait, un acteur économique, et qui n'est pas hors sol, il est dans une société. Et quand la puissance publique investit, par exemple, je rappelle que 70% de l'investissement en France, c'est de la puissance publique. Donc c'est bien l'argent public. Vous voyez, comme quoi l'État, les collectivités aussi permettent de faire tourner le business. Et quand vous êtes une entreprise privée, eh ben, l'État met des choses pour vous, à la fois en normes, parfois investit pour soutenir, parfois finance même, je parlais du CICE, donc vous voyez, on n'est pas fermé. Mais l'ISF, en aucun cas, l'ISF n'est un frein, en tout cas, moi je trouve, au développement économique. Donc, moi je pense que l'ISF, vous ne pouvez pas dire d'un côté aux Français, vous êtes aux APL, on vous retire 5 euros, vous êtes retraité, on vous tire 30 à 40 euros, et vous êtes à un niveau très très important, on vous retire l'ISF. Vous voyez, il y a un problème de justice sociale. Et quand dans un pays, il n'y a pas le sentiment de justice sociale, que chacun contribue à son niveau de capacité, ça s'appelle de l'injustice, et donc ça va mal. Et donc il n'est pas normal, c'est pour ça que moi je m'oppose à ce gouvernement, c'est qu'il a fait le choix de financer une politique pour les plus riches, parce que c'est ça l'histoire, par les plus pauvres. C'est de l'injustice inversée. Quand vous êtes de gauche, et c'est pour ça que moi je me suis engagé, c'est parce que vous considérez que l'injustice n'est pas la norme, et que vous pouvez améliorer les choses, à commencer par l'école, l'éducation, l'émancipation. Vous voyez, moi je suis le pur produit de l'école républicaine. Il y a mes parents, l'éducation, mais ce qui fait que je suis aujourd'hui, ce qui permet d'être... mes parents sont venus d'Algérie, analphabètes, ont fait le choix de s'installer en France, de travailler toute leur vie pour leurs enfants, et que moi, par exemple, je suis aujourd'hui sénateur de la République. C'est l'éducation des parents, et c'est l'école, et c'est la France telle qu'elle est. Donc moi, je suis pleinement sur le projet français qui est que chacun puisse être un citoyen et s'émanciper. Et donc oui, ça veut dire une puissance publique, ça veut dire des entreprises, tout un écosystème, des entreprises sociales et solidaires, parce qu'on les oublie également, c'est un vrai marché, ça répond vraiment à des problématiques. C'est tout ça le système français, c'est tout ça la France. C'est ce qui fait sa richesse et sa beauté. Alors justement, il y a un grand patron, il y a 2 jours, qui a émis une suggestion qui serait que pour tous les très grands patrons qui ont quand même un salaire très conséquent, pourquoi ils ne reverseraient pas un pourcentage de ce salaire, soit à des entreprises, à discuter. Est-ce que ça, c'est pas une piste également intéressante? Mais là aussi, on fait semblant de redécouvrir la Lune. L'ISF, qui je rappelle était un bon impôt, il faut le maintenir, il faut le rétablir. L'ISF, il y avait une déduction. Dès lors quelqu'un qui était à l'ISF investissait dans l'entreprise, notamment dans les petites PME, etc., il y avait une déduction. Donc, Macron a détruit cela. Il détruit à la fois de la justice sociale et de la capacité à investir dans les entreprises. Donc, rétablissons l'ISF avec toujours cette possibilité que quand vous investissez dans l'entreprise pour créer de l'emploi, vous avez une déduction. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Et je rappelle que ceux qui étaient à l'ISF, parce qu'il faut tout dire aux Français, quand vous étiez propriétaire de votre outil de production, vous n'étiez pas assujetti à l'ISF sur cet outil de production. Donc arrêtons de faire croire que l'ISF c'était le côté bolchevique qui empêchait d'investir. C'est pas ça la réalité. Voilà, donc il faut sortir de la caricature, il faut prendre le dossier tranquillement. Et il n'est pas normal que ce pouvoir ait fait le choix de retirer 10 milliards d'euros de recettes, qui lui enlèvent donc 10 milliards d'euros de politique publique, et qu'aujourd'hui les 10 milliards d'euros sont compensés par tous les autres Français, la classe moyenne et les classes populaires. Donc c'est un vrai choix politique. C'est pour ça que moi je suis socialiste, non pas la République en marche, je ne sais quoi encore. Et je rappelle que d'ailleurs, au Sénat, la République en marche vote quasiment tout le temps avec la droite, parce que sur l'ISF, et j'en finirai par là, nous avons proposé un amendement pour le rétablissement. Et bien, patatras, la droite et la République en marche, donc les droites ensemble, s'y sont opposées. Alors justement, continuons à parler du pouvoir d'achat, si vous voulez bien, Rachid Temal. C'est ce que reproche donc les Gilets jaunes, notre baisse de pouvoir d'achat. On voit bien que les taxes sont énormes. Quand on prend une facture d'électricité, moi j'ai pris la mienne tout simplement, j'ai 59 € de consommation, c'est pas très cher. En fait finalement notre tarif d'électricité en soi n'est pas cher, mais en taxes, j'ai 120 € à payer pour 59 € de consommation. Là il y a quelque chose qui va pas. Donc on entendait l'exécutif parler des dépenses contraintes pour les ménages, ça en fait partie. Oui. Est-ce que là-dessus on peut pas travailler non plus? Et c'est pareil pour l'eau, hein. Je veux dire, les taxes sont... Alors là, on peut en parler de l'eau. Donc, est-ce que là, il n'y a pas aussi des choses à faire? Mais bien sûr, il y a des choses à faire. Mais si je prends l'exemple qui était le plus criant sur les carburants, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que, et c'est un des problèmes de ce gouvernement, c'est qu'il maintenant il oppose pouvoir d'achat et transition énergétique.
nous savons bien qu'il faut faire cette transition énergétique dans l'intérêt de la planète, dans l'intérêt de l'avenir de nos enfants. Ça, on en est tous conscients. Bon. Mais Et donc, le précédent gouvernement avait établi ce qu'on appelle une trajectoire pour permettre chaque année de collecter de la taxe sur les carburants pour faire la transition énergétique, développer des carburants verts, développer, etc. Ce gouvernement a fait le choix d'augmenter la taxe. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est ce gouvernement qui a fait le choix d'augmenter la taxe. Donc c'est pour ça que nous avons voté le retrait de la taxe. Donc après, il faut regarder. Parce que là-dessus, moi je suis prêt à ce qu'effectivement il y ait un travail qui permette de peigner toutes les taxes et de regarder exactement ce qu'on en fait. parce que justement, il ne faut pas mettre tout notre modèle économique et social à plat pour détricoter certaines choses et refaire les choses correctement. Est-ce que ça, c'est pas... Moi, c'est pas détricoter, parce que détricoter, il y a toujours une mauvaise image. Mais l'idée, c'est que de toute façon, à partir du moment où on est tous convaincus que la transition énergétique, cette mutation-là, est nécessaire si on veut juste que dans quelques siècles, pour certains pays, dans quelques années, je prends notamment les pays qui sont sur des îles, à 2% de degrés supplémentaires, ils vont être totalement recouverts. Donc il y a des pays qui peuvent disparaître, donc sur la surface du monde. Pour faire ce travail-là, de toute façon, il faut tout regarder. C'est pas de temps en temps on met un peu de couleur verte, cela ou autre chose. C'est de dire qu'il faut changer. Et je rappelle que notre modèle aujourd'hui de protection sociale, et moi je suis un défenseur du modèle de protection sociale, il est basé sur la croissance. C'est parce qu'on a plus de croissance chaque année qu'on a un modèle de protection sociale. Donc oui, il faut repenser les choses. Mais le problème, c'est que ça fait des années que quand on repense, on est sur il faut aligner par le bas. Et donc forcément, les Français se disent attendez, à chaque fois que vous touchez, c'est pour moi. Aujourd'hui, il y a le débat sur les retraites, et vous avez vu M. Delevoye, qui est en charge du dossier pour les retraites, il annonce que les pensions de reversion, qui concernent, je rappelle, c'est 600 à 900 euros par mois, et c'est dans 90% des femmes. Eh bien, les prochaines, on va les réduire. Donc, vous voyez, les gens disent attendez, à chaque fois que vous touchez un dossier, on en perd. Oui, parce qu'en plus, on n'a pas encore traité au niveau français des dossiers majeurs qui vont arriver, c'est-à-dire justement les retraites. Ouais. Il y a plein de dossiers qui vont arriver. Justement, la question des cotisations sociales, on ne peut pas dire d'un côté on veut retirer des cotisations sociales et de l'autre côté ne pas avoir de l'autre côté l'argent. Vraiment, il faut que le gouvernement aussi soit pas dans le... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Il faut baisser les dépenses publiques. Comment on va faire donc pour vous? Quelles sont les propositions que vous... Déjà là, concrètement, si on arrête, on remet l'ISF et tout ce qui est autour, c'est 10 milliards d'euros. Il y a la question de la taxe d'habitation quand même, qui est un vrai sujet, c'est 26 milliards d'euros en année pleine. Il faut s'interroger sur toutes ces baisses. Si vous y ajoutez ça, le CICE... Donc vous êtes pour le retour de la taxe d'habitation? Moi, j'ai toujours été pour déjà sa réforme. Je rappelle que d'abord 30% des Français ne la payent pas. Et deuxièmement, c'est que c'est sur des bases locatives qui sont anciennes. Donc il y a un travail de fond à faire. La supprimer, c'est une fausse bonne mesure. Je pense qu'il fallait retravailler dessus. Et je termine par un troisième point qui est le CICE. En 2019, nous à l'époque, c'était 20 milliards d'euros, qui étaient de l'aide concrètement aux entreprises pour embaucher. Et je crois que les entreprises en ont bénéficié et ont pu embaucher, développer. Là, cette année, c'est double, c'est fromage et dessert. C'est 20 milliards plus 20 milliards, c'est 40 milliards d'euros, qui en allègement de charges. Donc plus du tout concernant forcément l'emploi, la création d'emplois. Donc vous voyez, quand vous mettez 10 milliards d'euros, alors cette année, la TH n'est pas encore 26 milliards d'euros, mais à terme, ce sera 26 milliards d'euros, plus les 40 milliards CICE, je crois que là, on peut commencer à discuter de choses et d'autres. Donc, ce sont les propositions que vous allez faire au gouvernement lorsque les concertations vont être ouvertes? Nous, on a fait mieux que ça, puisque, encore une fois, on a déposé des amendements au Sénat et à l'Assemblée nationale, donc on ne parle pas, on fait du concret. Pour l'instant, celui qui bloque, c'est le gouvernement et sa majorité, La République En Marche. Et donc, nous avons fait des choses, donc on continuera avec cela. Et vous voyez, déjà, quand on pose ça en préalable, quand on peut regarder également la question de la fraude fiscale, vous voyez, déjà, on a des marges de manœuvre. Après, il faut réformer. Moi, je suis fermé à aucune réforme. Juste, je ne souhaite pas que ce pays, qui est un grand pays, qui a su créer la sécurité sociale, alors que la France était quasiment encore avec des décombres partout post-guerre, se dise aujourd'hui, rien n'est possible. En fait, la France, tout est possible. Et moi, je crois qu'il est possible d'avoir un modèle économique performant et un modèle social et de transition écologique excellent. Donc, il faut que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on discute et qu'on prenne les bons choix. Avec un président ouvert. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ou 4 semaines qu'il y a ce mouvement des Gilets jaunes, et je partage le fait que maintenant, pour l'économie, c'est un problème. Et moi qui viens du métier du tourisme, vous imaginez, je mesure, puisque mes connaissances, etc., je mesure bien et en France et à l'international ce que ça veut dire comme impact. Donc ce gouvernement ne peut pas être sourd. Aujourd'hui, Édouard Philippe est sourd, Macron est sourd. Macron vous a dit hier, je ne changerai rien de ce que j'ai fait depuis 18 mois. Entendez que pour commencer à négocier, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc si le gouvernement est prêt à négocier, bien sûr que les syndicats, bien sûr que les partis, bien sûr que les Gilets jaunes seront à la table. Et je note, et là, par gourmandise,
que soi-disant les corps intermédiaires étaient néfastes à la France, et aujourd'hui, ils nous appellent à l'aide. Ce gouvernement est dépassé, donc maintenant, je pense qu'il faut surtout se concentrer sur l'avenir de la France. Juste une dernière petite question, c'est sur la taxe d'habitation, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est injuste. Pourquoi dans certaines villes c'est très cher et dans d'autres peu cher? Voilà, on aurait pu aussi réfléchir à niveler après tout, que ce soit partout le même taux. Là aussi, il y avait peut-être quelque chose à réfléchir. On peut réfléchir, mais vous savez, ça voudrait dire que chaque ville ait les mêmes capacités. Je vais prendre, comment dire, il y a des villes qui ont historiquement, par des entreprises, par le type de population chez elles, des recettes différentes. Et donc, peut mener des politiques différentes. Quand vous êtes dans une ville où il y a une population très pauvre, vous citiez tout à l'heure dans votre journal le cas de Sarcelles, c'est une ville, entre guillemets, d'un point de vue potentiel fiscal, plutôt pauvre, il y a besoin de beaucoup de services publics. Dans d'autres villes où il y a un potentiel fiscal plus élevé, il y en a besoin de beaucoup moins. Donc, il faut regarder, moi je suis prêt à faire les comparaisons, est-ce que vous dites là, une forme de péréquation, mais dans les deux sens. Les dépenses et les recettes, parce que sinon, et là aussi c'est un problème, parce que ce gouvernement-là, maintenant bloque toute dépense des collectivités locales à 1,2%. Alors on peut dire c'est la bonne gestion, sauf que dans une ville où les parents vont venir vous voir en disant il y a de nouveaux habitants qui ont besoin de crèches, il faut la financer la crèche. Ils vont vous dire dans les écoles, il y en a de plus en plus, d'ailleurs le gouvernement veut doubler le nombre, et c'est une bonne chose, le nombre de CP, c'est-à-dire qu'il faut des bâtiments, c'est-à-dire qu'il faut peut-être faire évoluer également le nombre de personnel, etc., etc. Donc ça veut dire des choses. Donc moi, je ne suis pas pour regarder la France avec un tableur Excel, ce que fait ce gouvernement-là. Moi, je suis pour regarder, certes, avec des grands chiffres, la macroéconomie, j'ai fait des études d'économie, donc n'ayez pas crainte là-dessus. Il y a de la macroéconomie, il y a de la microéconomie, et il y a la réalité des gens. Donc si on oublie la réalité des gens, en fait, ça fait de beaux tableaux, de belles courbes, mais ça fait de la misère sociale. Oui, mais on pourrait aussi laisser plus d'initiatives privées, au lieu de dire qu'il faut que ce soit l'État qui fasse tout, finalement. Mais l'initiative privée dans ce pays, elle existe. Attendez, Bien sûr qu'elle existe, mais elle pourrait être encore plus forte, finalement. Plus forte, mais il y a une différence de fond. J'ai à droite quelqu'un qui vient de milieu d'entreprise, je crois qu'il ne contredira pas. Un chef d'entreprise, il a une contrainte, c'est de développer son business, son marché, payer ses salariés, investir, etc. Voilà, et donc, il doit avoir, lui, une rentabilité. Et c'est normal. Moi, vous savez, je suis très respectueux des gens, dans Sopayol, et quelqu'un qui un jour s'est dit, bon, j'y vais, je crée l'entreprise, je me lance, je crée de l'emploi, etc. Moi, je dis bravo, chapeau, et merci. Et merci d'être resté en France, d'être en France, et dans Val d'Oise encore plus. Mais, donc, alors qu'un service public n'est pas à la recherche première même pas à la recherche d'ailleurs, on va dire, d'une compétitivité. Ouais, donc c'est pas la même chose. Maintenant, aujourd'hui, l'initiative privée a fait plein de choses, et tant mieux. Mais est-ce qu'une initiative privée peut faire que demain, elle va garantir la restauration scolaire? Non. Prenez le cas, par exemple, du transport francilien. On sait bien qu'aujourd'hui, ce qui fait les transports franciliens, le faible coût, même s'il est encore il est encore élevé, parce que Valérie Pécresse l'augmente chaque année d'ailleurs. Je le dis, la droite l'augmente chaque année, mais c'est parce que c'est de la puissance publique qui paye, et qui paye même le déficit. Et vous croyez qu'il y ait beaucoup de privés qui souhaiteraient reprendre ces réseaux-là, reprendre de la gestion de la restauration scolaire, reprendre le soutien de la CCAS aux personnes âgées? Je veux dire, elle ferait tout ça à perte. Ouais, donc, nous avons une économie en France qui permet de réguler les deux, de faire travailler les deux. N'ayons pas crainte, cela marche. Merci beaucoup Rachid Temal. On va faire une pause musicale et je vous propose un ancien titre d'Ivan Rebroff, « Ah si j'étais riche ». C'est pour ça que j'ai pris ça. C'était parce qu'il faut bien rigoler un peu. Hein. Sauf que l'impôt, c'est pas toujours le même. Oui, je sais, pas toujours la même personne. On va parler des sociétés, moi, surtout. Oui. Dans ton intervention? Oui. Dans le modèle. D'accord. C'est très particulier. Ok. Mais ça, c'est le débat de toute la réforme de la taxe fiscale. Non, mais ça, il faut ouvrir la table territoriale. Moi, je ne savais pas que vous ayez des tranches de chacun, je pensais que c'était. Donc là, maintenant, je suis tranquille.
Ah non, non, c'est pas fini, là, Ah non, ça c'est la première phase. mais mes collègues ne parlent pas. Ben si, on peut mais après. Mais Si, si. Chacun notre tour. Voilà, Chacun votre tour. Après, il y aura un. Pour intervenir, il faut Après, lever. Non, c'est maintenant. Si vous voulez intervenir à ce qu'il dit, Ah, c'est d'accord. maintenant. Ah oui, ok. Tu veux intervenir sur ce qu'il vient de dire? Moi j'avais 2 mots Ouais. sur l'ISF, mais bon. Mais alors, Eh ben, allons-y. C'est- Il y a des sujets qu'on traitera Il y a pas, des on peut sujets- pas tout traiter. C'est combien l'ISF payé par les personnes concernées? Parce qu'on fait ça, c'est entre Non, mais- 11 et 14 000 francs, 1000 euros. 11 et 14 000 euros. Ouais. Non, mais je veux dire, la part, là aussi, Non, mais- il y a chacun paye un impôt, et après, il y a la part ISF. La part et ISF, qui n'est oui. pas sur l'ensemble de la fiscalité. Et donc, Non, c'est sur l'ensemble des biens. C'était. Mais c'était important de. c'est la parce part que marginale. ce qui est avec l'ISF, ce qui était taxé, ce qui a été retiré de l'IFI, c'est la part action. Ouais. Si on détient des actions qu'on a investies dans une entreprise, c'est tout ce qui est portefeuille d'actions. Et pourquoi les taxer 2 fois? Le patrimoine, voilà, absolument. Le Ouais, patrimoine, Pourquoi les taxer 2 fois? Puisque Mais c'est de la matrice de la richesse. mais ils sont déjà taxés. Sur, Ils sont déjà taxés sur les revenus qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils voulaient, Christophe? Pourquoi ne pas taxer que sur les revenus? C'est les revenus qui sont. C'est déjà taxé sur les revenus des actions. parce que- Pourquoi les taxer 2 fois? Voilà. C'est pas taxé 2 fois, c'est qu'il y a un choix de financement sur le patrimoine et sur le revenu, c'est deux sources différentes. Bah non, mais ça veut dire qu'on taxe les chefs d'entreprise 2 fois. Mais c'est pas chez l'entreprise dont on parle là. Si on est détenteur d'actions. Chez l'entreprise. Enfin, il y a Mais c'est beaucoup pas de. que chez l'entreprise. Non, il n'y a pas que, bien sûr, il y a tous ceux qui investissent. Ok. Bah non. Bah non. Non, non, bah, non. Bon, je te passe la parole. Ok, on y retourne. On reprend. Au bar de l'économie, nous voici de retour. Je suis en compagnie aujourd'hui de Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise, de Christian Couder, directeur commercial de l'entreprise Fayol et Fils, et d'Adjay Menda, qui est créateur de Green Mode France. Alors nous parlions d'ISF avec Rachid Temal. Et Christian Couder, vous avez une question à poser. Alors, avant de poser la question, je voudrais rappeler quand même ce qu'est un peu l'entreprise Fayol, elle l'a présenté. L'entreprise Fayol, comme vous aviez si bien dit, il a été créé en 1929 par une famille creusoise. À l'époque, les gens avaient des... d'ailleurs, la famille Fayol a toujours d'ailleurs une ferme en Creuse, travaillait beaucoup l'été dans les champs et l'hiver, par manque d'activité, cherchait du travail et venait notamment à Paris pour la construction de Paris, en sabots en bois. On a des photos à l'entreprise qui sont absolument magnifiques d'ailleurs, qu'on a encadrées, où en fait ces hommes montaient à pied de Creuse jusqu'à Paris, donc c'est en gros 550 km, pour y travailler. Et la famille Fayol donc a créé après, en 1929, puisqu'il y avait vraiment de l'emploi sur Paris, cette entreprise qui existe toujours. Alors, l'entreprise Fayol, elle est quand même très atypique, parce que sur 4 générations, nous avons aujourd'hui 1800 personnes, 1800 personnes sur la région parisienne et au Canada. On a gardé des carrières en Creuse. Alors atypique, pourquoi? Parce que cette entreprise, moi je prends mon cas personnel, je suis rentré il y a 33 ans dans l'entreprise avec un bac+2. Et dans ce genre d'entreprise, on donne la chance aux gens qui travaillent et qui sont investis dans leur entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont adeptes, mais on en a quand même relativement peu. C'est-à-dire que chez nous, on peut rentrer sans diplôme. On peut former les gens à des métiers. D'ailleurs, on n'attend pas un décret de loi, on n'attend pas un amendement pour nous forcer, on l'a toujours fait. Donc on fait de l'apprentissage, on fait de l'insertion, et on donne la chance à des gens qui n'ont pas obligatoirement des diplômes. Alors évidemment, il y a des gens diplômés, il y a des ingénieurs, on en a un certain nombre, mais on a aussi toute une tranche de la population française qui aujourd'hui est en mal d'emploi. Alors, est-ce que c'est facile de les faire venir à l'emploi, justement? Alors ça, c'est bien là le débat. Aujourd'hui, il y a une tranche de la population qui souhaite travailler, ça il faut quand même l'avouer, mais il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui ne travaillent pas. Travailler dans le bâtiment et les travaux publics, c'est pas facile. L'hiver il fait froid, il pleut, l'été il fait chaud, il y a de plus en plus de canicules. On ne travaille pas dans des milieux aseptisés, c'est quand même pas évident. Il y a la poussière, c'est des métiers difficiles, mais c'est des magnifiques métiers. Quelqu'un qui construit un bâtiment, une chaussée, ça reste, je veux dire, quand il repassera avec ses enfants, il pourra dire, voilà, moi j'ai travaillé, j'ai fait ce départ. Il y a des satisfactions.
Et pour pouvoir faire quelques présentations dans des écoles de travaux publics, on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir des jeunes qui y croient. Mais ils sont relativement peu. Pour nous, aujourd'hui, là je vous parle en décembre 2018, on a en gros 60 intérimaires. Et l'entreprise est freinée. Pourquoi elle est freinée? Parce qu'elle ne trouve pas de... Vous ne trouvez pas de personnel? On ne trouve pas de personnel. Ça, c'est un débat. On ne trouve pas de chauffeur de camion. On a des camions à l'arrêt, parce qu'on n'a pas de chauffeur. Nous avons la chance d'avoir un atelier de mécanique important. On cherche depuis des années des mécaniciens. On n'arrive pas à trouver. C'est très compliqué. La main-d'œuvre est difficile à trouver. Ça nous freine économiquement. C'est un véritable débat. Et pourtant, vous allez prêcher dans les écoles et vous allez éventuellement... Absolument. Et malgré ça, ça ne va dans fonctionne les pas. écoles. On a fait pendant nombre d'années un forum d'emploi à Égletons en Corrèze où on avait quand même, il y a une concentration d'écoles de bâtiments et de travaux publics à différents niveaux. On avait très peu de gens qui venaient monter jusqu'à Paris, c'était compliqué. Les gens veulent trouver du travail en face chez eux, c'est bon, on peut pas reprendre les bâtons, mais voilà, c'est pas évident. Donc moi je lance un appel, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir en parler, grâce à vous Florence. On a de l'emploi dans une entreprise de BTP à Soisy-sous-Moment aussi, hein, qui est pas très loin d'Anguin, et on forme les gens. Et en plus, Et on les paye peut... normalement. Et en On plus, les l'ascenseur surpaye pas. social existe, puisqu'on ne reste pas toute sa vie ouvrier, forcément. Tout à fait. Au bout d'un moment, Et c'est on ça, entend c'est ça la vraie valeur. Alors, Est-ce que c'est ça une ETI finalement? Alors, absolument. Alors, Une ce que je entreprise voudrais de dire taille à l'antenne, intermédiaire, comme on voilà, dit. pour les gens qui ne connaissent pas trop, il y a 4 types d'entreprises. Hein. Il y a ce qu'on appelle les grandes entreprises supérieures à 5000 salariés avec des chiffres d'affaires supérieurs à 1,5 milliard. Ensuite, vous avez les ETI. Les ETI, moins de 5000 salariés et un chiffre d'affaires maximum d'1,5 milliard. Les PME, entre 50 et 250 salariés avec un chiffre d'affaires d'inférieur à 50 millions d'euros, et puis la TPE qui est inférieure à 10 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. En France, nous avons 5000 ETI. En Allemagne, il y en a 13 000. Au Royaume-Uni, il y en a 10 000. En Italie, il y en a 10 000. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on n'a plus de patrons de moyennes entreprises. On en a très peu. Et pourquoi on en a peu? Parce qu'il faut en parler. Aujourd'hui, l'Italie, puissance industrielle numéro 2. C'est-à-dire que l'Italie est plus puissante industriellement que la France. Il ne faut pas l'oublier. On s'est complètement désindustrialisé. Mais ça fait 30 ans déjà qu'on a commencé. Mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'il y a 5 ans, c'était il y a 30 ou 40 ans. On n'a rien fait pour protéger l'entreprise, si vous voulez, capitalistique, entre parenthèses, parce que quand on dit capital, ça fait toujours mauvais genre. Mais il faut quand même avouer, aujourd'hui, la famille Fayol, que je rends hommage à l'antenne, c'est quand même des gens exceptionnels. Ils font travailler, ce sont des humanistes, on fait travailler des gens sans formation. Il faut arrêter de fiscaliser ces gens-là. Pourquoi? Parce que on va aller chercher ailleurs, on va aller créer une entreprise au Canada, aux États-Unis, on a tous les pays anglo-saxons ont des fiscalités différentes. Donc finalement, on en revient au débat de tout à l'heure qu'on avait auparavant sur l'ISF. Et pour vous, finalement, l'ISF, c'est un frein pour ceux qui veulent investir dans l'industrie. C'est personnel, mais je pense que ça ne favorise pas, si vous voulez, les gens qui ont de l'argent de créer de l'emploi. Voilà, je pense. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi dévalorisé dans notre pays l'industrie? On a quand même, depuis 30 ans, on n'a pas beaucoup... Alors les salaires ont quand même beaucoup augmenté dans l'industrie. C'est vrai, Florence, qu'il y a une époque, les salaires n'étaient peut-être pas bien rémunérés, notamment dans les métiers du bâtiment. Ça, c'est sûr. Ça a été un vrai débat. Je pense qu'aujourd'hui, on gagne normalement sa vie. Et si on gagne sa vie, on vit normalement. Voilà. Enfin, moi qui fais cette émission, c'est ma saison numéro 2. Je peux vous dire que j'accueille énormément d'industriels et d'entreprises. Depuis 2 ans, on prêche pour remettre l'industrie en mouvement en France. Absolument. Et il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Vous allez au Danemark, vous allez en Suisse, vous allez en Allemagne, vous allez dans les petites villes ou dans les moyennes villes, vous avez toujours une ETI qui est présente. Et justement, on va poser la question à Rachid Demal. Après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre de nouvelles mesures pour relocaliser des entreprises qui sont partis ailleurs en France et les faire revenir en France? Est-ce que là aussi, il n'y a pas des pistes de réflexion à avoir? D'abord, moi, j'entends
mon voisin de droite, qui salue l'entreprise Fayol et Fils. Et moi, ça revient à ce que j'ai dit précédemment. Moi, je salue également ce type d'entreprise. C'est-à-dire qu'une famille ou des hommes et des femmes qui font le choix d'investir dans la durée. Et je crois que, pour avoir déjà rencontré M. Fayol, je ne crois pas que la question de l'ISF lui ait interdit ou permis de faire ce qu'il a fait. Donc, c'est un élément, mais je veux dire, c'est ce qui l'a conduit à faire cette entreprise, à faire cette approche-là, que vous évoquiez humaniste, elle est celle-là. Sur les ETI, moi je pense que c'est important de les développer. Après, il faut qu'on se dise des choses. Il y a 30, 40 ans, la France a fait un choix de privilégier le service. Vous savez, c'était le fameux débat, on aura un pays sans usine, à l'ETI. Voilà. C'est ce qu'on paye aujourd'hui. C'est ce qu'on paye. C'est ce qu'on paye. D'ailleurs, je dois rappeler là aussi, le rapport gallois fait sous François Hollande, c'est justement un rapport qui avait été commandé à Gallois, qui quand même connaît l'industrie, justement sur le fait qu'il fallait remettre de l'industrie et des ETI en France. D'où le CICE d'ailleurs et d'autres mesures, le pacte de compétitivité. Donc après, moi, ce qui pourra aider le développement des ETI, moi je suis favorable. Ça passe par au moins deux choses. D'abord, faire que dans la sphère de la formation initiale ou continue, on arrête de dire que, c'était très longtemps aussi en France, dès que vous faites un bac technique, des choses comme ça techniques, où comme vous ne savez rien faire, vous allez terminer sur un métier manuel. Donc il faut effectivement, il y a aussi toute l'image, et là, on peut se le dire, dans la société française, où malheureusement, d'un point de vue de la société, quand vous faites un métier manuel, vous êtes dévalorisé. Donc là, il y a un gros travail en termes d'image, en termes de conditions de travail, en termes de salaire, en termes de formation, d'évolution, mais là c'est global, et moi je suis, tout ce qu'il y a dans ce sens-là, je soutiendrai parce que je crois que c'est fondamental. Deuxième chose, il y a la question notamment des marchés publics et de l'accès aux marchés publics. Là aussi, je veux dire, il faut qu'on arrête d'être naïf. Dans d'autres pays, et je pense au marché américain, au marché japonais, il y a des normes parfois qui disent on oblige, alors ils s'appellent ça, c'est l'American Act, etc. Bon, je pense qu'il faut faire des choses comme ça concrètement. On avait commencé avec Montebourg. Il faut aller plus loin. Sur des marchés européens, on l'évoquait tout à l'heure sur la question des critères. Quand vous êtes aujourd'hui dans une collectivité, qui 70% des marchés de Fayol ou d'autres, c'est les collectivités locales. À force là aussi de tout rationaliser, de regarder au prisme des tableurs Excel, vous mettez en 1 comme premier critère la question du prix. Absolument. Donc quelqu'un qui vient avec un prix moins important, vous êtes obligé de le choisir. Alors que dans une collectivité, vous allez dire, il y a le prix, mais il y a aussi comment j'imagine que le bâtiment va vieillir. Il y a la qualité de service, la Non, mais qualité tout court. voilà, donc comment le bâtiment va vieillir, donc ça veut dire, est-ce que je vais réinvestir? Est-ce que d'un point de vue énergétique ça marche bien? Est-ce qu'il s'intègre bien dans le paysage? Est-ce qu'en termes de qualité du service rendu, etc. Bon, et bien ça, par exemple, ça il faut modifier ça. Parce qu'il faut faire en sorte qu'il y ait aussi un aspect financier, bien sûr, mais des aspects de qualité. Ouais, donc il y a des choses à travailler, faire en sorte que sur les grands marchés, ça existe, mais peut-être aller plus loin, sur un certain nombre de clauses, etc., etc. Après, il y a un élément qu'il ne faut pas aussi louper, c'est le rapport aujourd'hui en France entre grands groupes et ETI. Hein. Et là, il y a quand même, parce que j'appelle d'ailleurs, parce que souvent, ces personnes se connaissent, ils siègent parfois dans les mêmes instances, je pense au MEDEF ou ailleurs. Il faut peut-être qu'ils se parlent. Parce qu'on voit bien la pression des prix des grands groupes vers les ETI ou les mêmes les PME, parfois, elle est exorbitante. Donc là aussi, il y a aussi un problème de régulation interne à la sphère entreprise. Mais Ça, Christian Couder va répondre. Oui, je vous rejoins tout à fait, et ça me fait plaisir que vous parliez de ces critères d'attribution. Quelle est la différence aujourd'hui avec un grand groupe financier du BTP, je les appellerai, bon, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 25, il y en a 3. Hein, c'est le groupe Bouygues, le groupe Vinci, le groupe Eiffage, en gros. Hein. Eux, ils ne se cassent pas la tête le matin à aller faire le tour des ateliers à 7h moins le quart pour voir si le camion est en panne ou pas en panne, comment va nos ouvriers, est-ce que les gars ont bien démarré. Ils n'ont pas d'ouvriers. Ils n'ont que des structures d'encadrement. Ils ont que des grands ingénieurs. Ensuite, ils sous-traitent tout. Ils n'ont pas à gérer, si vous voulez, l'exploitation jour le jour comme nous on peut le faire. C'est-à-dire qu'à la limite, ils vous appellent pour vous faire travailler. Mais en fait, l'emploi, si vous voulez, c'est notre style d'entreprise. On fait vivre le bassin d'emploi de la région du Val d'Oise et de la région parisienne. Moi, j'aurais moins cher à remettre une offre sur une affaire si je prends des Roumains, des Polonais ou des Turcs. Vous voyez, donc là, on n'est pas récompensé. Alors, c'est même pas une récompense qu'on demande, mais on n'est pas jugé à nos vrais valeurs. Et quand on vous mettez en 1, et je vous rejoins tout à fait, M. Temal, le prix, c'est stupide.
Alors, Il faut justement- voir un certain nombre d'autres éléments. Justement, Christian Coudert, est-ce que vous pensez que la réforme des marchés publics dans la loi Pacte va améliorer cet accès aux marchés publics, justement? Alors, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, je n'ai pas vraiment tous les détails, mais ce que je voudrais juste dire, c'est que les critères d'attribution, c'est primordial pour l'économie d'un pays. Ne pas voir uniquement que le prix, alors évidemment, il ne faut pas que ça soit simple au but, mais quand on peut amener d'autres éléments que le prix, je pense qu'il y a quand même une vraie richesse pour nos collectivités, pour les régions, à avoir, plutôt que des gens qui soient payés au chômage, qu'ils soient payés par une entreprise locale. Ça me paraît une évidence. Donc, remettre les gens au travail, finalement, vous, c'est une des phases pour vous développer, déjà. Mais C'est la absolument. première. Là, si on a plus de main-d'œuvre, on aura plus facilité à produire plus, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre pour vous développer en ce moment? Un peu plus de marché, ça c'est possible aussi. Hein. Bon, là c'est quand même mieux aujourd'hui. On a la chance Ça redémarre un petit peu? d'avoir beaucoup de travaux sur la ville de Paris. Hein. C'est notre premier client, on va dire. Hein, on fait en gros 30 millions d'euros de voirie sur Paris par an. On a des marchés pistes cyclables. On a eu la chance d'être attributaire d'un marché pistes cyclables sur l'ensemble de Paris. On va refaire la place de la Madeleine début d'année. Nous sommes en chantier place de la Nation. Nous sommes un acteur important pour la ville. Alors, il y a aussi une différence dans les entreprises. Notre entreprise fait en un du service, je dirais, et en deux du travaux publics, du bâtiment et du génie civil. À l'inverse des groupes qui font en un du travaux publics et du bâtiment, et le service c'est anecdotique. Le service pour nous, c'est notre raison d'être. Enfin oui, mais expliquez qu'est-ce que le service pour Alors, vous, parce que qu'est-ce c'est le particulier service, quand même. Par exemple, on a des baux d'entretien dans des communes, il va y avoir, nous rentrons dans les périodes hivernales, on va saler les chaussées à 3h du matin. Ça, c'est du service. Il y a un affaissement un dimanche après-midi dans une rue, on appelle le bailleur qui est l'entreprise Fayol. Comme nous avons la chance d'avoir des industries, du matériel et Oui, des hommes, et ça, il faut que je oui, parle aussi des hommes qui sont exceptionnels, on intervient dimanche après-midi. Voilà, en Des grands introduction, groupes de BTP, vous pourrez appeler dimanche après-midi, il n'y a pas grand monde qui répond. oui, parce que vous, votre particularité, ce qui est très important, c'est que vous investissez dans vos propres moyens de production et dans votre propre matériel. Donc Tout vous, à fait. vous pouvez démarrer au quart de tour 24 heures sur 24. Absolument. On a Rachid. 2 postes de ce qu'on appelle de blanc, où on fabrique nos bétons et nos graves traités, un poste d'enrobage, un poste d'asphalte. On a le matériel roulant, donc les camions appropriés, et puis aussi les hommes. Et je veux dire, il n'y a pas d'entreprise sans hommes. La vraie valeur dans l'entreprise, comme le dit souvent la famille Fayol, ce sont les hommes. C'est eux qui font la différence. Et d'ailleurs, chez nous, il y a très peu de turnover. Il y a beaucoup de familles de plusieurs générations. Donc on a eu le grand-père, on a eu le père, on a le fils, on a le neveu. Oui, c'est un peu, pas une institution, mais je veux dire, les gens y trouvent un épanouissement pour leur vie de famille dans l'entreprise. Et l'entreprise est vraiment quelque chose qui est important pour une famille, pour une région. C'est la particularité de l'entreprise Fayol d'être une ETI à taille et à échelle humaine. Absolument, familiale. Et familiale. Rachid Temal, vous voudrez vous poser une question, je crois. Non, je voulais souligner 2 points importants. D'accord. Effectivement, que la première richesse de l'entreprise, c'est les hommes et la femme qui la composent. Donc, je voulais souligner ça. Et moi, vous avez rappelé mes anciennes fonctions à la ville de Taverny, quand elle était gérée, on va dire, par la gauche, pour faire simple, et sans aller plus loin. Et c'est vrai qu'on a eu à travailler avec l'entreprise Fayol, et c'est vrai que je peux confirmer que le fait d'avoir une entreprise de cette qualité-là, de ce type de maîtrise, quand vous êtes élu local et qu'il y a un affaissement, il y a un problème, etc., d'avoir une intervention rapide, immédiate, ça change la vie, parce que pas de l'élu, et pour les habitants, parce que quand vous avez un affaissement, c'est une rue qu'il faut fermer, détourner les voies, et les gens, vous intervenez dans leur vie quotidienne. Et donc c'est important de rappeler que là aussi, on revient aux critères, c'est-à-dire c'est le prix, mais c'est aussi ce qu'il y a derrière. Parce que si on vous dit on fait le prix, on fait le truc, on s'en va et tout s'arrête, c'est pas pareil que si on vous dit on vous garantit des RSA, des interventions régulières, de maintenance, de maîtrise, etc. Donc c'est important de le rappeler. Donc comme quoi, quand une entreprise a du service, a des bons produits, là on a même des murs végétaux, c'est vrai que c'est plus simple aussi, parce que ça marche aussi avec la qualité. Allez, on change de sujet si vous voulez bien. Je vous propose d'examiner ce que le Sénat a annoncé, là, c'est-à-dire la première partie de son projet de loi de finances, Rachid Temal pour 2019.
Donc, notamment, c'est de stabiliser les tarifs des taxes de consommation des produits hygiéniques, ça on en a déjà parlé, instaurer une exemption de taxes générales sur les activités polluantes pour les déchets ménagers, une franchise qui pourrait être mise en place à partir de 2021, abaisser à 7% le taux d'imposition préférentielle des revenus tirés de la cession de brevets d'actifs de propriété industrielle, rétablir l'exonération d'impôts des sociétés bénéficiant aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, favoriser la transmission d'entreprise, ça c'est assez important, favoriser le mécénat, introduire une franchise de 10 000 € en deçà de laquelle le plafond ne s'applique pas, c'est-à-dire au titre de la réduction d'impôt des 60%, je ne vais pas détailler bien sûr, 66%. 66% c'est un peu compliqué, et puis s'opposer au relèvement à 30% contre 20% actuellement du taux minimum d'imposition applicable aux salaires, pensions et retraites viagères des non-résidents, qui s'estiment maltraités d'ailleurs, et puis suppression de plusieurs petites taxes. Vous l'avez voté, toutes ces propositions? D'abord, je rappelle que la majorité au Sénat est de droite, donc on n'a pas voté. D'abord, c'est pas fini. Puisque nous sommes en cours, moi, je rapporte un certain nombre de rapports, notamment sur la question des Français à l'étranger, donc notamment la question du service public des Français à l'étranger. C'était lundi dans la journée, et on a comme ça cet après-midi. Alors cet après-midi, ça devait être, finalement, ça sera le débat sur la crise avec les Gilets jaunes, mais on est encore dedans. Vous êtes encore dedans. Je dois vous dire que, vu comment c'est parti, nous ne voterons pas, nous les socialistes, le budget. Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, il y a beaucoup de manques. Je reviens sur les dons. C'est important, vous dites que c'était compliqué, c'est juste de dire à vos auditeurs, c'est que dès lors que vous faites un don, vous avez une déduction fiscale de 66%. Et il faut dire, sans vouloir être taquin et revenir sur un sujet, c'est que la suppression de l'ISF a fait une baisse conséquente, et ça, il faut demander aux associations, sur les dons. C'est un souci. De la même manière, je sais que ce n'est pas populaire, mais la question des réserves parlementaires supprimées est également un souci. Vous avez, d'abord, parce que les réserves parlementaires, qui étaient, contrairement à ce qu'on a essayé de faire croire aux gens, elles étaient réglementées et publiques. Je donne un exemple. Moi, je suis sénateur du Val-d'Oise. Je suis arrivé en septembre 2017, j'ai été élu et il n'y avait plus de réserve parlementaire. Je suis tranquille. Bon. Mais je parle avec des maires. Je pense à quelques maires du Vexin, des petites communes, et qui, elles, avaient la possibilité d'avoir un bout de réserve parlementaire. Pour boucler leur budget. Non, pas leur budget. Non. Sur des opérations. Donc, par exemple, je pense à un maire qui m'a dit, moi, pour le toit de l'école, j'avais des financements de la ville, des financements de collectivité, mais je n'ai pas assez. Donc, j'ai de la réserve parlementaire. Et pour avoir de la réserve parlementaire, c'est un vote en conseil municipal. Donc, contrôle du préfet. C'est le ministère de l'Intérieur qui valide tout ça et qui donne l'argent. On n'avait pas de chéquier, on ne donnait pas de l'argent. C'était pour des opérations précises, en fait. Précises. Et par exemple, si vous prenez le secours populaire, c'est après la suppression de la réserve parlementaire, c'est moins 800 000 €. Parce que les parlementaires aussi donnaient à des associations type Secours populaire. C'est l'association qui emmène chaque année les gosses à la plage. Oui, donc la question des dons, c'est important. C'est très important. C'est important. Et donc, la suppression de l'ISF et de la réserve parlementaire, c'est aussi moins. Donc, j'appelle les Valdoisiens à effectivement faire plus de dons parce que ce sont des associations qui travaillent, qui agissent et qui ont besoin de dons pour faire des actions. Notre radio, on est l'exemple. Pour pouvoir vivre, on a besoin de dons. Pour avoir une liberté de la presse, comme vous le faites aujourd'hui. Sinon, ça voudrait dire que demain, il n'y ait plus une radio valdoisienne. Parce que les Valdoisiens écouteraient des radios qui ont de Mirande également, qui sont très standardisées. Des radios commerciales, on dit. Des radios qui permettent de plus grand nombre. Vous faites un choix qui est de dire, ici, il y a un choix de dire, tout à l'heure j'entendais des informations locales. En arrivant, j'écoutais, il y avait une association qui va faire de la fashion, de la vente éthique, etc. Bon, vous voyez bien, vous informez les gens sur ce qui se passe concrètement dans le Val-d'Oise. Tout ça a un coût. Vous voyez comme quoi la puissance publique, c'est pas mal. Quelquefois, c'est effectivement très bien. On va passer la parole à Jemenda qui veut poser... Juste pour réagir, et la hausse de la CSG aussi. La hausse de la CSG. Sur les retraités Non, sur les dons, également. Oui, pardon. Alors, nous sommes également contre la hausse. Donc la CSG, justement, ça devait être une mesure temporaire. Et on voit que c'est un impôt, ça aussi, ça fait grogner notamment les retraités. C'est un impôt qui aurait dû être temporaire pour relever, pour permettre à la sécurité sociale d'être équilibrée. Et finalement, on voit que c'est un impôt qui dure. Ça aussi, ça fait partie de la grogne des Gilets jaunes. Mais la grogne des Gilets jaunes, c'est que,
Emmanuel Macron, en arrivant, l'a augmenté pour les retraités. Donc nous avons déposé également un amendement pour le retirer. La droite et la République En Marche s'y sont opposés. Et je rappelle que pour les retraités, c'est non seulement... oui, parce qu'on parle de l'ISF, mais il y a beaucoup de gens impactés, plus de gens impactés par la hausse, par la perte du pouvoir d'achat des retraités que l'ISF. Hein. Bien sûr. Arrêtez celle-là quand même. Et donc les retraités, c'est double effet qui se coule. Un, ce gouvernement a augmenté la CSG. Deux, il leur retire du pouvoir d'achat, puisque dorénavant c'est 0,3% de plus quand vous êtes à une inflation à 2%. Donc concrètement, les retraités vont perdre du pouvoir d'achat. De toute façon, oui, mais déjà, alors là j'ai les chiffres, c'est les chiffres de l'INSEE. Déjà sous le quinquennat Sarkozy-Hollande, l'INSEE a calculé que justement les cadres moyens perdaient 6 000 euros. 5 800 et des poussières. Voilà. Donc, mélangez, si je me permets, la classe moyenne, quand même. Vous mélangez deux chiffres, vous dites, regardez, c'est pareil. Non, d'abord, pas pareil du tout. Il n'y a eu aucune mesure du quinquennat, ou alors vous me l'avez dire, mais jamais sous le quinquennat de François Hollande, je ne parle pas de celui de Sarkozy. Sarkozy, c'était déjà le bouclier fiscal, je vous rappelle, qui s'est terminé en boulet fiscal. Mais sous Hollande, je rappelle, il n'y a pas une mesure comme celle-là d'augmentation de la CSG des retraités et la désindexation des pensions de retraite. Ça n'a pas été fait. Et là, ils imaginent même faire les reversions. Donc, c'est sans commune mesure. Je veux bien qu'on dise tout est pareil. Non, il n'y avait rien de comparable. Donc, pour vous, ça n'est pas comparable. Enfin, en tout cas. Pour moi, c'est là. Je vous donne les éléments. Sur la retraite, il n'y avait pas ces mesures-là sous Hollande. Non, là, c'est vrai. Moi, je prends mes parents, mais chacun peut voir autour de lui. Concrètement, quand on vous dit la CSG, vous prenez 1,7%. C'est-à-dire que donc, vous payez 1,7% en plus. Et quand on vous dit que vous allez perdre 1,7% de l'autre côté sur la question de l'inflation, faites le calcul, c'est 30, 40, 50 euros. Et c'est des gens qui sont à ça, pour terminer, d'être un peu au-dessus ou un peu en dessous. Donc, moi, je n'ai pas comme vision la société française que dire à des gens qui ont travaillé 40 ans, parfois plus. Et bien, vous savez, on avait un contrat entre vous et nous étant la société, et vous individuellement. On vous garantissait un niveau de retraite, et puis là, bizarrement, en fait, on a oublié de vous dire, on va la réduire. C'est pas acceptable. Et c'est normal que les gens ne soient pas contents. Parce que, un, ils ont le sentiment d'avoir été une sorte de trahison du contrat social, et deux, ils perdent concrètement le pouvoir d'achat. Oui, mais ça, c'est un problème qui existe depuis 1985. On sait qu'on allait avoir un problème de retraite dans les années 2020. Personne n'a eu le courage de traiter ce sujet parce qu'on sait que c'est un sujet brûlant. Moi, je ne vois pas qui est le gouvernement qui l'a traité. Là, je vais vous dire, je vais même défendre des gouvernements de droite. Prenez Michel Rocard. Alors là, c'est pas quelqu'un. Non, mais c'est un gouvernement de gauche, mais après. Les réformes, moi je n'ai pas partagé, mais ce qu'a fait Balladur ou d'autres, il y a eu des réformes sur les retraites. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y en a pas eu en France. D'abord, on a. Ah non, mais alors c'est une autre question. On n'a pas. Mais si je veux être taquin, je peux être taquin. Et après, je vous laisserai. Moi, je vais être taquin. Je vais comme ça, je vais être taquin jusqu'au bout. En France, on peut augmenter la retraite jusqu'à quand on veut. Il faut arrêter aussi ce débat entre nous. Combien de personnes de plus de 55 ans sont encore dans l'entreprise? Parce que, à la fois, on ne peut pas être ceux qui disent. Je pense notamment des chefs de syndicats, de chefs d'entreprise. Il faut aller plus loin sur la retraite en termes d'âge. Et les mêmes, quand ils reviennent dans leur entreprise, disent que les plus de 55 ans coûteront trop cher. On les sort principalement de l'emploi. Moi, je vais vous dire. Christian dans les Couder. ETI, justement, ce sénateur, dans les ETI, il y a beaucoup de gens qui ont plus de 55 ans. Et vous l'avez dit vous-même que les ETI, c'était peu. Mais sur les autres. Eh bien oui, dans les grands groupes. C'est pour ça qu'il faut voilà. en prendre. Mais est-ce que vous êtes confirmé ce que je dis? Mais absolument. Non, mais ça, c'est un problème franco-français, parce que quand on va à l'étranger, on voit bien qu'il y a même des gens de 75, même 80 ans qui travaillent. C'est pas la masse, bien sûr. Non, on va dire que ce soit notre projet de société, quand même. Non, mais ceci dit, il faut laisser. Pourquoi ne pas laisser la liberté à ceux qui veulent travailler de travailler? Non, mais la liberté. Mais si je prenais chez Fayol, de toute façon, même avec la liberté, je pense qu'à cet âge-là, ils ne peuvent pas faire pour ce type de métier. Je pense qu'un marteau-piqueur à 75 ans, c'est un peu léger. Non, je pense. Bon, bien sûr. Mais moi, le problème n'est pas la liberté. C'est quand aujourd'hui, et là aussi on peut faire la comparaison avec le précédent quinquennat, les carrières longues en France peuvent partir à 60 ans. C'était une mesure de François Hollande. Moi je dis encore une fois, mon type d'activité, avant d'être sénateur, je travaillais dans le tourisme. Et donc, pas la même chose que dans le bâtiment. Qu'on me dise, je peux avoir un débat. Bien sûr. Aujourd'hui, vous voyez bien que la majorité des Français dans leur métier vous disent, non, moi déjà 62, 63, c'est compliqué. Là, il y a l'amendement qui a été voté par la droite au Sénat, c'est 63 ans, on s'est opposé. Aujourd'hui, donc la réforme, il y a déjà eu, on est passé de 60, 61, 62, il y a des débats aujourd'hui qui vont se faire. Mais encore, on ne peut pas avoir comme projet de société qui est de dire travailler jusqu'à la fin de votre vie, d'autant plus que aujourd'hui, même si on le souhaitait, ce que je ne souhaite pas, ce n'est pas la réalité.
Non, Jusqu'à mais 55 ans, les gens sont en dehors de l'entreprise. non, ce qu'on a fait, c'est que Pour la on a, majorité d'entre eux. voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis aux retraités qui voulaient se faire un complément de salaire de pouvoir continuer à travailler pour ceux qui le voulaient. Ça, c'est plutôt bien, je trouve. Il y a quand même une chose qu'il faut voir. Christian Couder. Sans parler de droite et de gauche, entre 2012 et 2017, il y a eu 20 milliards d'impôts et taxes supplémentaires en France. C'est Pourquoi? astronomique. Pourquoi? Non mais, et à quoi ça a servi? Est-ce que, Je veux dire pourquoi? est-ce que les Parce gens que- sont plus heureux aujourd'hui? Alors, Non mais, moi je vous réponds. donc c'est pas une Non, question mais- d'impôts et de taxes. Si. Mais si, parce que pourquoi il y a eu des. Alors, d'abord, vous 20 oubliez qu'il y milliards. a eu 20 milliards, il y a eu des baisses aussi. Vous n'avez pas compté. Il y a eu des baisses. Mais parce qu'il fallait compenser, bien sûr, le quinquennat précédent de Sarkozy, qui a laissé des dettes impressionnantes. Alors chacun dit que c'est par rapport à celui d'avant. Donc moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut plus d'impôts. C'est pas mon propos. Non. Je vous dis juste que c'est pas mon propos. D'ailleurs, je vous dis Ah, que de toute nous, on façon, avait Mais des dettes. l'ISF, c'est quand même un impôt, quoi. Je veux dire qu'on le Mais veuille ou non, non. mais attendez. On a l'impression en mais- France de se faire plaisir quand on taxe les gens qui ont de l'argent. Non, mais Non, tout- non, attendez, excusez-moi. français. Mais alors, moi, attendez, je veux bien Non, mais entendre votre c'est- propos, mais quand on donne 10 milliards d'euros aux plus riches et qu'on va reprendre tout l'argent sur les retraités les plus pauvres, c'est là qu'est le problème. Bon, tout de S'il suite- avait retiré l'ISF, on aurait pu avoir un débat. Là, il dit, je retire l'ISF, et comme il faut que je finance l'ISF, les retraités, vous allez payer, les pauvres, vous allez payer, la classe moyenne, vous allez payer pour les 10 milliards d'euros. C'est ça le La problème. taxe d'habitation, je pense qu'en 2020, aura coûté 20 milliards. La Bon, suppression de la taxe d'habitation. Globalement, la taxe d'habitation, Ah, il y a eu c'est un ça. rapport qui a été fait, Ouais. c'est 23,6 milliards. Voilà, 23 milliards. Vous vous rendez compte? Mais non, attendez, Et en attendez. fait, 23,6 après, c'est le débat milliards. politique pour se faire 23, élire. ça, c'est- non, c'est pas pour se faire élire. C'est pas pour se faire élire. Demandez aux maires concrètement. Parce qu'après, les maires, on va aller voir pour leur dire il faut investir. Bah, si vous leur retirez la capacité. Mais les 23 milliards d'euros que j'évoque, il faut que. Donc, ils sont retirés au budget de l'État. Donc, on peut constater qu'on peut retirer 23,6 milliards d'euros et rien ne bouge. Non, mais c'est bien donc ce que Donc- veulent les Français, c'est qu'on réfléchisse à nos dépenses Oui, mais et à nos recettes et qu'on mette tout sur la table. Et bien, c'est bien ce qui va se passer dans les Non, mais dans les là-dessus, six prochains mois. En fait, non, on ne passera pas ça. Mais Bah, oui, moi, on espérait, c'est ce que veulent les gilets jaunes finalement, et c'est ce que oui, les moi, Français je le dis veulent. parce que je n'ai pas entendu le gouvernement aller dans ce sens-là. Bah, on verra, on verra. Alors justement, on va faire une toute petite pause si vous voulez bien, tous les trois. Je vous propose d'écouter la chronique Le secret de cuisine de Bruno Vigoureux qui vient d'entrer dans nos studios. Bonjour Bruno. Alors, quelle bonne chose doit-on faire aujourd'hui pour le dîner? Allez, détendez, On va passer à détendez. table. Et voilà, ça commence un peu à sentir les fêtes de fin d'année. Alors, on va faire une recette vraiment sympa et un peu originale. Je ne propose pas non plus un plat complètement dingue, non, mais juste une façon agréable de cuisiner. On va donc faire des cuisses de canard en pot-au-feu. C'est une recette pour 4 personnes. Il n'y a rien de bien compliqué. Je vois que vous salivez déjà. J'adore la cuisse de canard. Je suis compliqué. Il faut prévoir une bonne heure et demie de cuisson, mais vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Alors, pour cette recette, vous avez besoin de 4 cuisses de canard gras. C'est à commander chez votre volailler. Un demi-chou, 2 blancs de poireaux, un pied de céleri, 4 carottes moyennes, 4 navets, un oignon, un clou de girofle, un bouquet garni, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 3 litres de bouillon de volaille, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 5 à 6 grains de poivre et du sel et du poivre du moulin. Pour commencer, vous pelez les 2 gousses d'ail et l'oignon moyen et vous le piquez l'oignon avec un clou de girofle. Vous mélangez 2 cuillères à soupe de miel avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin dans un plat. Vous salez et poivrez les cuisses de chaque côté, puis vous les passez côté pot uniquement dans le mélange miel-vinaigre. Vous versez 3 litres de bouillon de volaille dans une grande casserole. Vous chauffez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle. Vous ajoutez ensuite et vous colorez les cuisses de canard en commençant par le côté pot. Puis vous les plongez dans le bouillon de volaille froid. Vous ajoutez l'oignon piqué d'un clou de girofle, les gousses d'ail, le bouquet garni et vous portez à ébullition. Une fois que l'ébullition est obtenue, vous écumez si nécessaire et vous ajoutez les grains de poivre. Vous salez avec du gros sel et vous baissez à petit frémissement et vous laissez bien mijoter pendant 1 heure, tout en retirant régulièrement la matière grasse qui remonte à la surface. Vous coupez le demi-chou, vous le lavez bien, vous l'épluchez, vous lavez bien les ficelés, les 2 blancs de poireaux avec un pied de céleri, vous pelez les carottes et les navets, vous plongez les 2 quartiers de choux dans de l'eau bouillante, vous les blanchissez 2 minutes, vous les passez sous l'eau pour les rafraîchir, l'eau bien froide, puis vous les égouttez.
Après 1 heure de cuisson, vous ajoutez les quartiers de choux dans le bouillon des cuisses de canard, les blancs de poireaux, le pied de céleri, les carottes, les navets. Vous reportez à frémissement et vous laissez cuire 30 minutes. Au moment de dresser, vous mettez les légumes dans le fond d'un grand plat de service creux. Vous disposez harmonieusement dessus les cuisses de canard et vous ajoutez un peu de bouillon. Vous pouvez servir également le bouillon de volaille dans 4 tasses individuelles. Et là, vous pouvez déguster sans attendre. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Parce que vous aviez posé la question. Bah oui, bien sûr, comme d'habitude. Vous êtes. Donc moi, je vous conseille un Cahors. Ça peut très bien faire l'affaire. Sinon, je retrouve tout à l'heure dans l'émission Sport en Val d'Oise à 13h30 pour parler de l'accompagnement de la carrière des joueurs de football. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Bruno Vigoureux, ça va être délicieux tout ça, je vais m'empresser de le faire. Et une petite annonce pour finir donc sur une petite gaieté pour finir sur les annonces du jour. C'est justement un shopping engagé qui vous est proposé dimanche 9 décembre de 11h à 18h. Plus de 30 marques sont soldées. C'est au 15-19 avenue Salvador Allende à Épinay-sur-Seine. Donc c'est l'association Chat Nawaz qui vous attend. Il y a jusqu'à moins 85% de discount. Donc allez-y, je rappelle que c'est ce dimanche à Épinay-sur-Seine. Alors nous sommes aujourd'hui toujours en compagnie de Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise, de Christian Couder, directeur commercial de Fayolle, et puis d'Ajay Menda pour Green Mode France. On va lui passer la parole dans quelques secondes, mais tout d'abord Rachid Temal, un thème qui vous tient à cœur, c'est le thème que vous portez au Sénat, c'est sur la fin de vie. Alors quelles sont vos propositions? Oui, alors je ferai une proposition de loi dans quelques semaines maintenant. La fin de vie, donc, qui concerne tous les Français. En France, on meurt mal. Et donc, il y a deux options. Soit on se satisfait de la situation en expliquant qu'il y a des contraintes, soit on essaie d'y remédier. Donc, c'est pour ça que moi, je vais proposer un projet de loi qui soit sur le droit universel aux soins palliatifs et à l'aide active à mourir. En gros, c'est dire que, bien sûr, je ne parle pas des morts naturelles ou violentes, mais ceux qui voient une fin de vie difficile. Ouais, par exemple, un très fort handicap, vous voulez dire, admettons. Vous avez des maladies aujourd'hui qui font que dégénératives ou isolées, on connaît la fin. Donc c'est d'atroces douleurs, c'est très violent, c'est parfois ça touche à la question de la dignité, et des gens ne souhaitent pas se voir ou que leur famille, leurs proches voient cela ou vivent cela. Alors donc, concrètement, vous voyez ça, comment est-ce qu'il faudrait faire un courrier qu'on met chez son notaire? notaire? Comment on pourrait faire? La première chose, c'est que les soins palliatifs en France, qui sont des structures, et moi je salue le travail, qui aident notamment dans ces périodes-là, il n'y en a pas suffisamment. Et si on prend une donnée, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui pourraient en bénéficier, seulement 20% d'entre eux peuvent en bénéficier. Par exemple, si vous êtes dans l'outre-mer, vous avez aucune structure, aucune solution. Si vous êtes en France métropolitaine, il y en a quelques-unes dans les très grandes villes, mais en fait, globalement, il n'y en a pas assez. Donc là, il y a un premier souci, et ça veut dire de l'investissement public et de la formation des médecins, il y a une globale pour là-dessus, donc il faut développer, et donc il faut qu'il y ait un droit universel, c'est que chaque Français qui souhaite doit pouvoir y accéder. En sachant qu'il y a des structures particulière, vous pouvez faire ça chez vous, mais avec le processus. Deuxième chose, aujourd'hui, il y a la loi test en éthique qui existe déjà. Il faut développer ça, c'est-à-dire que des gens qui disent j'ai des directives anticipées, je dis voilà, je m'engage, j'ai une personne de confiance, ou je dis, j'écris, si je suis dans cette situation-là, je souhaite que. Aujourd'hui, la solution, c'est la sédation profonde. C'est-à-dire concrètement, on met des traitements pour qu'il n'y ait pas de douleur, mais on ne cesse de vous alimenter. Et c'est ce qui fait qu'il y aura, à un moment donné, une mort. Moi, je souhaite aller plus loin avec l'aide active à mourir, ce qui existe déjà dans d'autres pays. Je pense à la Suisse, je pense au Canada, aux Pays-Bas, etc. Et là, c'est très normé. La Belgique aussi. Ou la Belgique, bien sûr, excusez-moi, la Belgique également. Très normé, c'est-à-dire qu'il y a bien, la personne est reçue par plusieurs médecins, on étudie, on voit, on ajuste et on voit si elle peut en bénéficier. Et là aussi, il y a une hypocrisie française, parce qu'aujourd'hui en France, l'aide active à mourir existe déjà. Elle se pratique sous le manteau. Parfois d'ailleurs, parce que la demande du patient de la famille, parfois même sans la demande. Donc moi, je souhaite qu'il y ait un système plus clair. Et donc, c'est donc, pour résumer, c'est par rapport à ce qu'est la devise républicaine, c'est la liberté pour chacun des personnes concernées de pouvoir choisir sa fin de vie, l'égalité d'accès à tous les types de fin de vie, et puis la fraternité qui est dit on ne peut pas laisser des hommes et des femmes dans ces d'atroces souffrances. Vous voyez, il y avait Mariam Pacôme qui est mort il y a quelques jours. Maria Pacôme, oui, 94 ans. Son fils vient d'indiquer que ça fait des années qu'elle souhaitait, mais ce n'est pas possible en France. Donc voilà, donc ce sera un projet de loi qui est très compliqué à porter parce que il y a beaucoup. D'abord, c'est une question liée à la mort. C'est-à-dire que c'est un débat tellement émotionnel qu'on voit bien que c'est compliqué d'en parler. Mais en même temps, ne pas en parler fait que quand vous êtes concerné,
soit directement, soit autour de vous, c'est une violence inouïe. Donc c'est pour ça que j'ai aussi signé et soutenu une proposition de loi, d'ailleurs qui vient d'un autre bord politique que le mien, parce que c'est un sénateur de droite, et j'ai signé, et je soutiens, c'est la question des aidants. Parce que là aussi en France aujourd'hui, les gens qui sont les aidants, qui vont accompagner des gens en grande difficulté, parfois pendant des dizaines d'années, sur la question de leur carrière professionnelle, sur la question de leur santé tout simplement, et il y arrive même parfois que les aidants disparaissent avant la personne malade, parce que c'est très dur d'avoir à la fois une vie personnelle, une vie familiale, une vie professionnelle, voilà. Donc c'est pour ça que moi je pense que cette question-là, elle est importante, parce que comme le vieillissement de la population française est plus important, et on peut s'en féliciter, il faut que ce soit le plus encore possible, il faut aussi permettre que ce soit digne. Donc voilà une loi que je porte, qui encore une fois porte un certain nombre de questions, mais moi je suis convaincu que c'est une liberté supplémentaire donnée à chaque Français. Et puis chacun peut décider en son âme Oui, et il n'y conscience. aura pas finalement. d'obligation, parce que chacun décidera comme aujourd'hui, il n'y a aucune obligation, c'est chacun est libre de son choix. Merci beaucoup Rachid Temal pour toutes ces propositions. On a hâte de voir le débat s'ouvrir au Sénat à partir de 2019. Alors Adjei Menda, vous avez créé Green Mode en France. D'ailleurs, tous ceux qui nous regardent via Facebook ou ceux qui nous écoutent en FM ou en web radio, vous pouvez aller voir sur la page Facebook de la radio. Vous pouvez aller revoir ce que je filme là avec mon micro. Ce sont des panneaux végétaux naturels. Alors expliquez-nous un petit peu comment c'est possible, Adjei. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tous. On fait tout ce qui est. On part sur la base de la matière. La matière, en fait, on est sur de la mousse, on est sur du feuillage qui est stabilisé. Donc de la mousse naturelle, il Tout à faut le fait, dire, c'est du feuillage 100% naturel. naturel, C'est pas du 100% tout en naturel, plastique ou en tissu. Du tout. Alors, on est sur de la matière 100% naturelle. On a un procédé de stabilisation et après, on utilise cette matière pour concevoir différents types de produits, notamment des murs végétaux et d'autres produits design. La mousse est assez spéciale, on a différents types de mousse. On a de la mousse qu'on appelle du lichen par exemple. Tiens, C'est une est-ce qu'on peut peut-être c'est la une montrer à la caméra? tout à Donc fait. moi je vais la décrire pour. Alors donc c'est des mousses, il y a plusieurs couleurs. On a différents types. Il y a Là, du on est vert sur clair, lichen, du vert on est sur- foncé. tout à fait, on a C'est des différents types. lichens. C'est du lichen, on a une quinzaine de couleurs à peu près sur le lichen. Le lichen est assez spécial parce que le lichen s'adapte à son environnement. Si vous êtes dans un environnement sec, le lichen sera sec. Si vous êtes dans un environnement humide, le lichen sera humide. Vous avez à peu près une quinzaine de couleurs. Il faut que vous sachiez les couleurs. On rajoute des couleurs parce que le lichen, il arrive Blanc. un peu sur la couleur, exactement blanc. Après, on utilise des pigments alimentaires, donc ça reste 100% naturel. Il n'y a absolument aucun produit chimique à l'intérieur. Donc alors on peut faire des panneaux végétaux de quelle taille avec Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc on peut faire un mur du complet, 100, par exemple. On peut faire un mur complet, on peut faire du 100, du 200, du 1000 mètres carrés. Enfin, tout est possible. Après, c'est fait par panneaux, différents types de panneaux. Et après, Donc on l'accroche comme un tableau, c'est ça un peu votre technique? ça dépend, ça dépend. Si on est sur un type de cadre, effectivement, on peut l'accrocher avec un panneau, avec un encadrement. Par contre, si on est sur des murs, on est sur différents types de panneaux. Après, on a différents types d'épaisseurs, ça dépend du mur. Et on a des modes de fixation qui sont différents, bien sûr. Si on est sur du béton, si on est sur du placo ou autre. Après, le panneau est entièrement fait 100% à la main. Ça veut dire qu'on peut à l'intérieur mettre son logo d'entreprise par exemple? Tout à fait. Vous avez la possibilité de créer différents types de murs. Vous pouvez choisir de créer simplement un mur avec de la mousse. Vous avez la possibilité de créer un mur qu'on appelle, nous, un type de forest. Donc, c'est avec de la végétation. C'est de la mousse et de la végétation, un mélange de feuillage qui est aussi stabilisé. Et vous avez aussi de la possibilité de mixer. Vous avez la possibilité de mixer de la mousse, de mixer du feuillage. Et vous avez la possibilité de mixer, de rajouter par exemple votre logo, qui peut être soit en multiplex, soit en PVC ou d'autres types de matières. Ça dépend. Voilà, donc c'est pas que de la mousse, hein, il y a du Tout est feuillage. possible, D'ailleurs, tout à vous avez apporté aujourd'hui 2 exemples de panneaux, un qui est complètement en lichen, en mousse, et Ouais. l'autre où il y a justement du feuillage rouge, aux couleurs d'automne d'ailleurs. Oui. Alors, une idée de coût quand même au mètre carré, on va dire peut-être. Ça dépend en fait, ça dépend du type de mousse que vous utilisez. Bien sûr. Si on est sur du lichen, on est aux alentours de 460 € le mètre carré. Si on est sur de la mousse Provence, qui est la mousse typiquement française, qui est une mousse un peu rare. à C'est les trouver. mousses qu'on a dans nos Tout jardins. à fait, tout à fait. Non, c'est un peu différent. Là, on est sur de la mousse plate à ce moment, la mousse qui est dans le jardin. Là, on est sur de la mousse de forêt. Donc, tout est collecté en forêt. Et là, on est aux alentours de 540 € le mètre carré. Après, on a un type de mousse qui est assez particulier. On appelle ça de la mousse boule. La mousse boule a une particularité, c'est qu'elle est acoustique. En plus, toutes les mousses sont acoustiques. Après, celle-ci, c'est la plus acoustique. Donc, on l'utilise beaucoup dans les salles de réunion. On l'utilise dans les espaces de coworking, par exemple, dans un environnement qui est un petit peu bruyant. Attention, ce n'est pas
insonorisant. Par contre, ça a des qualités acoustiques, justement, ça permet de réduire. Ça réduit effectivement le bruit. Tout à fait. Ça amortit Tout à fait. les bruits, en fait, je pense. Exactement. Alors, l'avantage, en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin d'arrosage, ni d'entretien, Il ni n'y a de... pas besoin d'arrosage. Alors, comment du c'est tout. possible? Il y a pas- Mais on a un procédé, c'est justement c'est dû au procédé de stabilisation. Donc, à partir du moment où la plante elle est stabilisée, elle est en quelque sorte figée dans le temps. Si vous prenez par exemple le lichen reste nickel de 10 à 15 ans. Vous n'avez pas besoin d'entretien, vous n'avez absolument rien besoin de faire dessus. Sur tout ce qui est feuillage et les autres types de mousse, on est sur 5 à 7 ans. Donc c'est pareil, à partir du moment où vous le posez, vous en profitez tout simplement. Voilà, l'investissement peut durer de 5 à 7 ans selon le feuillage ou Tout à fait, la mousse c'est- qu'on a choisie. L'investissement justement comparé par exemple à des murs végétaux qu'on appelle en fait des murs végétalisés justement qui ont besoin d'arrosage. En termes de retour sur investissement, ce sera beaucoup plus rapide sur ce type de produits stabilisés. Après, Alors moi, voilà, excusez-moi. si on veut avoir plus d'informations, il faut aller voir des exemples sur votre site internet. Tout à fait, www.greenmood.fr. Alors green, c'est à l'anglaise, hein, G-R-2-E-N, M-O-2-M-2-O, je veux dire, Ouais. D.fr, voilà. Ce n'est pas de mon initiative le nom malheureusement, sinon j'aurais bien appelé ça humeur verte. Mais c'est un très joli nom, Green Mood, donc Merci. moi ça me plaît bien. Alors qu'est-ce qu'il vous faut, vous, pour vous développer dans les semaines à Mais venir? on est présent déjà dans 9 pays actuellement. Donc, notamment, on est présent en Pologne, on est présent à Taïwan, on est présent en Turquie, en Azerbaïdjan, on est en Allemagne. Donc on se développe, mais on se développe plutôt sur le mode de franchise actuellement. Donc on est contacté plutôt par des experts qui, eux, justement, voient le potentiel du produit, voient le potentiel de la marque et souhaiteraient, comme on appelle, avoir l'exclusivité pour différents types de pays. Donc sur ces pays, on est plutôt sur le mode franchise. Sur la France, on se développe plutôt assez rapidement sur la France aussi. Actuellement, notre objectif, c'est beaucoup à l'international également. Donc, on a déjà ouvert 9 pays. On est en négociation avec d'autres pays justement pour pouvoir le développer. Donc, ça va plutôt rapidement. Notre principal besoin aujourd'hui, c'est en termes de financement, bien sûr. En fait, toutes les entreprises ont besoin de financement, mais on n'est pas sur du financement pur, en fait. Le meilleur moyen pour une entreprise, je pense vraiment de se financer, c'est avoir des contrats. Donc, je crois. Donc c'est le développement commercial, Tout à fait. c'est d'avoir... C'est vraiment se développer et à travers justement les nouveaux contrats qu'on aura, de pouvoir les réinvestir. On a pour objectif également, justement, notre principal objectif, c'est d'avoir une vraie structure en France, justement, et de pouvoir tout produire en France, de pouvoir avoir une propre équipe en France, de tout faire absolument en France. Parce qu'aujourd'hui, ça vient pas de France. Aujourd'hui, c'est fait en Belgique. Ah, c'est Aujourd'hui, fait en Belgique. Ah, vous On a fabriquez en les ateliers Belgique, tout à fait. Vous allez Oui. cueillir Parce la que mousse en marque- forêt en Belgique? Tout à fait. Non, la mousse est collectée en Scandinavie, donc c'est différent. Après, les ateliers sont présents parce que la marque est belge à la base. Elle a été créée en Belgique. Les ateliers sont en Belgique actuellement. Et notre objectif, justement, quand on a ouvert Greenwood France, c'est pour pouvoir développer la marque sur la France et c'est de pouvoir produire plus tard, justement, tout absolument en France. Est-ce que vous allez rechercher un réseau, je sais pas, de fleuristes ou d'artisans Mais on travaille paysagers? beaucoup actuellement, on travaille énormément avec les architectes, on travaille beaucoup avec des décorateurs intérieurs, des aménageurs d'espace, des promoteurs immobiliers. On a tous ces experts avec lesquels on travaille actuellement, on en a beaucoup rencontrés justement sur les différents salons auxquels on participe. Oui, puisque je vous ai rencontré au salon du Maison meuble, d'objets, voilà, tout à fait. du meuble d'accessoires, c'est comme ça que je vous ai connu. Oui, Donc, on va rappeler donc ces panneaux, panneaux végétaux naturels, sans arrosage ni entretien. C'est fabriqué par la société Green Mood et le prix, il est assez intéressant, entre 400 à 500 euros pour une durée de vie d'entre 5 à 10 ans. Donc ça, je pense Tout que à c'est... Voilà, on va faire un appel à tous ceux qui voudraient mettre un peu de nature dans leurs entreprises. Et donc, regardez et re-regardez notre vidéo sur Facebook, vous verrez des magnifiques panneaux. En tout cas, moi, j'en veux bien dans notre studio. Je pense que ça plaira à tous nos invités. Voilà. Petit détail en plus, on a commencé par des murs végétaux, on développe toujours des murs végétaux, on les crée, on a absolument une équipe qui conçoit tout, qui conçoit les murs, on a la possibilité justement de faire visualiser à nos clients les murs avant les installations, on a une équipe d'installation qui est propre, on fait appel à une prestataire externe pour les installations, et on est en train de petit à petit aussi se diriger sur des produits designés. Aujourd'hui, on arrive justement à intégrer la mousse aujourd'hui dans des cloisons, pour en faire des cloisons végétaux.
on les intègre sur différents types de panneaux circulaires pour en faire les produits design. Donc petit à petit, on se dirige également vers des produits design. Et ce n'est pas simplement de la mousse sur des murs. Merci beaucoup Adjé Menda pour Merci cette présentation. Alors il nous reste 4 minutes d'antenne. Moi j'aimerais vous proposer de conclure. Rachid Temal, peut-être on peut parler pour vous, quels sont les enjeux du Val d'Oise pour conclure? Il y en a beaucoup. Le Val d'Oise d'abord c'est une petite France en miniature. Vous avez un fleuron qui est aéroport de Roissy. Moi je combats la privatisation d'ailleurs parce que je pense qu'il faut plutôt faire autre chose que cela. Mais c'est également des sites magnifiques comme la vallée de Montmorency. Vous avez de l'urbain comme, on va dire, Argenteau jusqu'à Sarcelles, on pense ça, et également le Vexin. Et donc dans les enjeux, il y a développer l'emploi toujours, ça me semble essentiel, développer la question des transports, sur la question écologique, mais également, et on voit que dans le Val d'Oise, il y a du retard, et je pense que le Val d'Oise est le grand oublié des transports, parce qu'il y a la voiture, mais il y a aussi les transports publics. Il y a la question écologique où on a, là aussi je pense, à travailler, à la mettre en valeur. Et puis parce que c'est un peu une déformation professionnelle, il y a la question du tourisme, je pense qu'on pourrait faire plus. Et puis après un enjeu, parce que moi je soutiens ce qui se passe, la mobilisation sur Beaumont-sur-Oise, comme d'ailleurs à d'autres endroits du Val d'Oise, la question de la santé publique. Parce que c'est vrai que là c'est un enjeu fort, et de se dire qu'aujourd'hui dans le Val d'Oise, devoir faire 30-40 minutes de voiture pour se rendre, avoir un hôpital de proximité, etc., c'est un problème. Donc je suis contre la fermeture, notamment celui de Beaumont-sur-Oise. Et puis dernier élément, là une actualité, parce qu'on a vu notamment, je pense à Taverny, où c'est Louis Jouvet hier soir, la question des lycées, et là il faut qu'on trouve, mettre fin à une série de violences, parce que depuis deux jours, là maintenant, dans beaucoup de lycées du Val d'Oise, il y a des problèmes, des jeunes manifestent, mais avec maintenant des risques d'aller très loin, encore une fois si je prends l'exemple de Taverny hier soir. Donc voilà, parmi les enjeux sur lesquels il faut travailler, on doit travailler, le conseil départemental, les communes, les entreprises, tous les acteurs. Voilà les éléments qui me semblent essentiels. Merci Rachid Temal. Christian Couder, donc Juste aussi, le aux Val minutes. d'Oise, c'est aussi de belles entreprises. Hein, et pour nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir toujours créer et garder l'emploi dans le Val d'Oise. L'emploi de proximité, ce qui fait la force d'un département, je pense. Oui, je pense que là, les transports nous aident beaucoup et malheureusement, c'est vrai qu'on est un peu enclavé en ce moment avec des lignes ou saturées ou tout le temps en panne. Donc là, on a un problème autant sur la ligne H que sur la ligne, le RER A. D'ailleurs, Rachid Temal, vous faisiez un appel vous parliez de la santé. Je voulais informer les auditeurs que l'Observatoire de la santé en Île-de-France nous informe que nous, en Île-de-France en tout cas, notamment en Seine-Saint-Denis et en Val d'Oise, on ne se dépiste pas assez du sida. Il y a une recrudescence du sida dans ces deux départements. En 2014, déjà 10 000 personnes en Île-de-France ignoraient leur séropositivité, je vais y arriver. Voilà, donc moi je vous invite à vous faire, si vous êtes célibataire en tout cas, je vous invite à vous faire dépister avant chaque nouvel partenaire, ou chaque nouveau partenaire bien sûr. Les retards au diagnostic et à la mise sous traitement sont des facteurs qui aggravent votre situation et ce serait quand même dommage parce que maintenant on peut très bien vivre avec le sida et on a toute une panoplie de médicaments. Voilà, on va terminer cette émission sur une musique. Je vous propose d'écouter Monsieur Madame avec Merci. Moi je vous retrouve lundi, mais demain ce sera Jacqueline, toujours au bar de l'économie avec la Fédération nationale du bâtiment entre autres. Bonne journée à tous et à lundi. Merci. Et merci pour votre présence en Merci. studio.